par le père son âme, président ATT, puis celle conduite par le président Dioncounda Traoré, et celle que nous vivons aujourd'hui. Troisième transition. Alors que, en 91 déjà, après la conférence nationale souveraine, dotée d'une constitution et ayant accompli le cycle des élections, tous les acteurs politiques maliens promettaient qu'ici, plus jamais, il n'y aurait de coup d'État. Nous avons été démentis en 2012. Lors de ce coup d'État aussi, nous nous sommes dit, plus jamais ça n'arrivera. Et nous venons d'être démentis en 2020. C'est-à-dire que la construction démocratique de notre pays, elle se poursuit parce qu'elle est inexorable. Il ne faut pas se tromper, cette construction démocratique va continuer, mais quand un organisme en croissance connaît des crises successives, il faut toujours analyser froidement pour comprendre les raisons des crises. Pourquoi est-ce que notre construction démocratique subit régulièrement ces coups-là et qui nous mettent en retard, qui nous demandent de fournir toujours encore plus d'efforts pour aller de l'avant. Et cela est une tâche de notre génération, c'est une tâche exaltante, c'est pour ça que je disais que 2021 est autant une année d'espoir, espoir de la reconstruction démocratique relancée. Je disais aussi que c'est une année d'inquiétude, crainte de l'échec, parce que nous ne devons pas échouer. Et si nous ne devons pas échouer, il faut donc identifier rapidement les facteurs d'échec et les éviter. C'est pour cela que, en venant ici aujourd'hui, nous affirmons encore une fois que, à l'UDD et à l'ARP, nous refusons de nous inscrire dans une logique de harcèlement des autorités de la transition. Au contraire, nous voulons tout faire pour les aider, nous voulons faire en sorte que leur tâche soit accomplie de la plus belle manière, dans le respect de certains principes de notre société, la courtoisie qui est normalement une habitude chez nous, mais aussi l'esprit de concertation et d'inclusion. Rien de bon ne se fera s'il n'y a pas concertation, et rien de bon ne se fera s'il est fait dans la logique de l'exclusion de l'un ou l'autre des acteurs ou des groupes d'acteurs de notre pays. L'histoire du Mali depuis l'indépendance n'est finalement pas très longue. Pas très longue, nous venons juste de fêter le 61e anniversaire de l'armée nationale. Ce n'est pas une longue histoire. Mais l'histoire du Mali est longue. Nous avons existé avant la colonisation, bien avant la colonisation, et le fait national dans cette partie du monde est une réalité depuis fort longtemps. Ce qui veut dire que nous sommes un peuple qui a des habitudes, nous sommes un peuple qui a des racines et qui a un mode de fonctionnement. Le respect, la courtoisie, ce qu'on appelle en langue bamana fokabin, ça c'est une habitude dans notre pays. Ainsi, nous pensons que tout ce qui doit être fait se doit de l'être dans la concertation et dans l'inclusion. Et pour cela, nous saluons déjà les efforts qui sont faits par le ministre de l'Administration territoriale qui a réuni les acteurs politiques pendant quelques jours, il n'y a pas si longtemps, pour discuter des réformes, notamment les réformes électorales et la relecture de la charte des partis, tout un nombre de thématiques qui concernent l'animation de la vie politique, qui concernent le fonctionnement
des partis et l'organisation de l'interaction des acteurs politiques. Et en cela, nous savons qu'une majorité, par exemple, pour les élections législatives, se dirige vers le scrutin mixte avec liste à 2 listes. Nous souscrivons à ça, même si personnellement je pense que le Mali aurait pu, avec audace, avec courage, aller au scrutin proportionnel intégral pour assurer la justice électorale. Parce que l'avantage d'un scrutin proportionnel, c'est que chacun est représenté selon son poids réel sur l'échiquier politique. Il n'y a pas d'arrangement ou de petites combinaisons qui font que souvent les résultats qui sont donnés par le vote du peuple se trouvent être totalement biaisés dans la mise en œuvre des institutions qui découlent de ces élections-là. Mais nous suivrons la majorité, donc je sais que la tendance va vers ça et qu'il est question également, finalement, enfin, d'introduire la notion de suppléance à l'Assemblée nationale. Cela est très très important. Donc il y a des thématiques qui ont été discutées et nous pensons que ça va, c'est sur la bonne voie. C'est sur la bonne voie, il y a de la concertation et ces éléments-là sont pris en compte en fonction déjà de ce qui s'était dit depuis plusieurs années. L'agence unique pour un organe unique pour gérer les élections, mais cette fois-ci nous avons insisté pour que le rôle de la Cour constitutionnelle soit clarifié. Vous avez vu ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps. Nous avons insisté pour que le rôle de l'administration elle-même dans la gestion des élections soit interrogé pour que nous puissions éviter tout ce qui est arrivé en 2020. Donc je dis que sur ces thématiques-là, nous sommes sur la bonne voie. Sur le plan de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, nous attendons qu'il y ait plus de visibilité et surtout un calendrier concernant les mesures urgentes attendues pour apprécier. Mais nous encourageons le gouvernement de transition à considérer l'accord pour la paix et la réconciliation comme un projet politique majeur. Quelles que soient ses faiblesses, quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, c'est celui que nous avons et c'est celui que nous devons mettre en œuvre. Ce qui est polémique, ce qui aujourd'hui peut susciter des débats, ma foi, il faut en parler. Mais ce qui n'est pas polémique et qui ne suscite aucun débat, il faut mettre en œuvre. Ça relève du bon sens. Mais nous ne pouvons pas bloquer tout un dispositif qui est susceptible de nous apporter la paix et permettre à l'unité nationale d'être restaurée. Ce dispositif-là soit en panne de cette manière-là. Nous encourageons donc les autorités à aller dans cette voie. Encore une fois, dans la concertation et dans l'inclusion. Parce que le sujet le plus traumatisant qui est la sécurité dépend de tout cela. Dépend de tout cela. Vous avez bien vu depuis un moment, les attaques se multiplient. C'est normal, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et nous perdons des hommes, nos partenaires perdent des hommes. Il est nécessaire que nous puissions nous-mêmes, sur les autres plans, le plan institutionnel, le plan économique, le plan social, le plan politique, construire une cohérence et une cohésion nationale afin que l'action que nous menons avec nos partenaires bénéficie de la force de toute une nation. Or, la nation n'aura pas de force si elle n'est pas inscrite dans la cohésion et la cohérence. Par ailleurs, la nation sera faible si elle confond ses amis et ses ennemis. Si vous voulez perdre un groupe, amenez-le à ne plus reconnaître ses amis ou amenez-le à ne plus reconnaître ses ennemis
et pire, à les confondre. Là, vous êtes sûr de gagner sur ce groupe-là. Et si c'est une nation, vous êtes sûr que vous affaiblissez durablement cette nation. Prions Dieu que cela ne soit pas le cas de la nation malienne. Chers amis, je voudrais, en tout cas, sur ces propos, vous adresser mes vœux fraternels de bonne santé, de prospérité, de réussite professionnelle pour chacun d'entre vous. Je le fais au nom de l'Union pour la démocratie et le développement et au nom de l'Action républicaine pour le progrès, l'ARP, qui est le regroupement auquel appartient l'UDD. La presse a un rôle qui n'est plus on va dire, à décrire, mais nous pouvons peut-être le commenter un peu. La presse est le régulateur, à côté d'autres, de la démocratie. La presse est la gardienne de nos droits, parce que c'est elle qui, sur la base de la vérité et du constat, peut dénoncer ce qui est attentatoire à nos libertés. Elle est légitime pour cela. C'est pour ça qu'elle, beaucoup la comptent parmi les pouvoirs. Et la presse est bien souvent le recours du faible face au fort. Et c'est pour ça que votre rôle est important. Il est important et nous devons tous protéger cet espace public que représente la presse et qui, de mon point de vue, plus que jamais, représente quelque chose d'important dans notre contexte, particulièrement dans notre contexte. Mais bien entendu, cela doit se faire dans l'éthique et l'observance scrupuleuse de la déontologie. C'est pour ça que je souhaite à chacun d'entre vous réussite professionnelle, mais je souhaite aussi à ce secteur-là important de notre vie sociale et vie politique, je souhaite que le maximum de contributions positives venant que ce soit du gouvernement ou d'organismes privés, afin que les professionnels que vous êtes puissent bénéficier de l'encadrement et des appuis les plus pertinents afin de renforcer la presse malienne et renforcer, y compris ceux de la presse internationale qui travaillent dans notre pays. À vous tous, bonne année 2020, ainsi qu'à vos familles. Merci. Je suis à vous pour vos questions. Et si vous en conveniez, nous allons faire questions-réponses plutôt que ouvrir une liste et tout ça. Voilà. Alors, Monsieur le Président, il y a ce dilemme. Les confrères qui diffusent en Bambara voudraient souhaiter que vous fassiez ramasser en Bambara. Et alors, à leur intention, vous leur dites que les deux langues sont admises dans les questions-réponses. Oui, voilà, les deux langues sont admises dans les questions-réponses, mais je ne veux pas reprendre le propos liminaire en Bamana, on va prendre trop de temps. Après, s'ils veulent, je pourrais donner des interviews en Bamana. Je vous signale au passage la présence significative parmi nous des camarades politiques du président de l'UDD et de l'ARP. Les membres du conseil exécutif de l'UDD sont là. Les présidents des partis membres de l'ARP sont également présents. Et il y a aussi le président de la plateforme des forces nouvelles qui est parmi nous. Permettez que nous leur souhaitons aussi la bienvenue à cette activité de presse. Le premier élément.
Idrissa Menga de Repère. Bon, je vais vous poser, Monsieur le Président, la première question que, apparemment, je crois que tous les journalistes voudraient bien poser. Est-ce que vous serez candidat en 2022? Voilà, c'est la première question. Bon, la deuxième question, je vais me mettre à la place, je ne vous connais pas, je vais vous mettre à la place de l'homme de la rue. L'homme de la rue pense que la troisième transition, c'est l'échec des politiques. Est-ce que vous pensez que c'est les politiques qui ont échoué? Merci. Merci bien. Pour ce qui concerne l'élection présidentielle, il est logique qu'un acteur politique ayant le parcours que j'ai eu, arrivé au stade où je suis arrivé, se prépare. C'est une évidence. Maintenant, vous savez, il y a 2 ans déjà, partout où nous passions, les gens nous parlaient de l'élection présidentielle de 2023. Alors moi, j'avais l'habitude de leur dire, je suis plus préoccupé par les conditions dans lesquelles nous arriverons en 2023 que par ce que nous allons faire en 2023. Et voilà, je ne savais pas que nous nous dirigions vers une transition. Mais j'étais convaincu que le pays n'était pas sur la bonne voie. J'étais inquiet. Donc, au lieu de penser à ma candidature de 2023, je m'interrogeais sur les meilleures conditions qu'il fallait réunir pour atteindre 2023, en tant que nation, en tant qu'État. C'est pour ça que lors d'une interview, vous pouvez la chercher chez Jeune Afrique, en 2019, je pense, j'ai dit que nous devions réunir les conditions et les critères qui permettraient à notre nation de survivre pendant les 50 ans ou le siècle à venir. Cherchez cette interview-là, c'était en 2019. Et pendant toute cette période, je n'ai pas arrêté de courir après les uns et les autres, chefs politiques, responsables gouvernementaux, et même le chef de l'État, pendant que je n'étais plus au gouvernement, pour demander que soit mis en place un gouvernement d'union nationale capable de prendre en charge les problèmes du Mali. Pas les problèmes d'un clan politique, mais les problèmes du Mali. C'est ça qui a été mon combat depuis que j'ai quitté le gouvernement en 2018. Parce que moi j'ai quitté le gouvernement en septembre 2018, après la réélection du président Ibeka. Mon obsession était que soit mis en place un gouvernement d'union nationale. Pas un gouvernement d'union nationale de complaisance, mais un gouvernement d'union nationale réel, rassemblant au sein d'un exécutif ceux qui ne sont pas d'accord sur la manière de faire, mais qui sont au moins d'accord que notre nation devait survivre. Aujourd'hui encore, c'est ça ma préoccupation. Comment arriver dans les meilleures conditions aux prochaines élections présidentielles? Vous savez, comme certains veulent qu'on parle Bambara, moi je préfère ça d'ailleurs, ce que les Bambara disent, au Tota, au FIFA, Totigina Sampiaouli. Et vous savez, il faut toujours analyser sur le moment où nous parlons ce qui est nécessaire et ce qui est utile. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est que cette transition réussisse. Ce qui est utile, il faut que les responsables politiques comme nous autres, ceux qui ont choisi de faire de la politique, réfléchissent au projet qui pourra faire de notre pays un pays différent. Le projet qui pourra transformer le Mali. C'est à ça qu'il faut réfléchir, ça c'est utile. Ce qui est nécessaire, il faut aider la transition à réussir. Si cette nécessité-là est acquise, elle est prise en compte, il faut que ceux qui prétendent travailler pour notre pays fassent œuvre utile en réfléchissant à des projets intelligents, pertinents, pour transformer le Mali.
transformer le Mali, surtout sur le plan économique. Vous savez, on ne parle que de politique. Vous voyez, vous, votre première question, c'est de me demander si je suis candidat. Est-ce que je suis en train de me muscler les jambes pour la course vers Kourouba? C'est ça que vous me posez la question. C'est cette question que vous me posez. Mais vous voyez, moi, j'aurais souhaité que vous posez les questions que vous voulez, mais j'aurais souhaité, par exemple, que vous m'interrogiez sur ma vision économique du Mali dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Que vous m'interrogiez sur ce que doit être l'espace public animé par des journalistes pour que la démocratie et le fonctionnement républicain soient garantis dans notre pays, ou que vous m'interrogiez sur comment je perçois l'éducation, la formation de nos jeunes pour les années à venir, parce que nous sommes supposés travailler pour la génération future, nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, ça c'est terminé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous travaillons à dessiner le Mali dans 20 ans, dans 25 ans. C'est à ça que nous travaillons. Donc, je ne me dérobe pas à votre question. Il est évident qu'après, je suis président de l'UDD depuis 2010, j'ai exercé des fonctions gouvernementales. Je ne suis pas entré en politique pour faire un petit tour et repartir. Je me suis engagé en politique depuis longtemps. J'ai un background, moi, de chef d'entreprise. Je gagne ma vie dans des entreprises. Mais l'action politique est pour moi une nécessité parce que je dois contribuer à la construction d'un Mali moderne, le Mali que je vois. Bien sûr, je me prépare à l'élection présidentielle, c'est clair et net. Je me prépare. Et votre deuxième question, est-ce que ce sont les politiques qui ont échoué? Mais bien sûr que les politiques ont échoué. Bien sûr que nous avons échoué. Mais nous n'avons pas échoué simplement entre 2018 et 2020. Nous n'avons pas échoué simplement entre 2013 et 2018. Mais nous avons aussi échoué avant. Déjà, 2012, c'était la négation de 91. S'il y a eu le coup d'État de 2012, c'est que les acquis de 91 étaient fragiles. Si en plus, en 2020, il y a un deuxième coup d'État, c'est que c'était encore plus fragile. Donc les politiques ont échoué. Mais alors, vous savez, le raisonnement un peu curieux que moi je trouve chez certains, oui, parce que les politiques ont échoué, il faut les enlever. Mais vous savez, dès lors qu'un chef d'entreprise, j'en suis un, vous savez, j'en suis un, je le revendique, ou dès lors quelqu'un d'autre, dans un autre secteur, se met à penser à la conquête du pouvoir, il devient homme politique. Moi, je suis pas ma profession, c'est pas homme politique. Ma profession, c'est chef d'entreprise. Mon métier, c'est d'ailleurs communicant comme vous. N'est-ce pas? Je gagne ma vie en faisant le chef d'entreprise, mais j'aide mon pays en faisant de la politique. Donc ce n'est pas parce que nous avons échoué qu'il faut dire, bon, il faut enlever les politiques, on ne veut plus les voir, etc., etc., etc. Parce que ceux qui aujourd'hui là disent qu'il faut enlever les politiques parce qu'ils ont échoué, mais ceux-là ont travaillé avec les politiques. Pendant toutes ces années-là, ils ont travaillé avec les politiques. S'ils étaient chefs d'entreprise, ils ont travaillé avec les politiques pour rendre leurs affaires florissantes. En tout cas, quand je dis les politiques, ceux qui ont gouverné pendant cette période, pour rendre leurs affaires florissantes. Et puis, clac, tout d'un coup, parce qu'il y a eu un coup d'État, parce qu'en effet, il y a un échec, on décide que, bon, il faut mettre les hommes politiques dehors. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous allons nous remettre en cheval, comme j'ai dit, faire œuvre utile pour nous autres, en pensant à un Mali meilleur que celui que nous avons, et en essayant de proposer les idées les meilleures pour la transformation de ce pays-là, pour en faire un pays émergent à moyen terme. Deuxième question. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Amadou Sarr Touré, journal Lumière Info. Déjà, vous avez répondu à ma première question, donc je vais poser ma deuxième question pratiquement. Monsieur le Président, vous étiez pratiquement dans le gouvernement du MECA. Qu'est-ce qui n'a pas été marché? Parce qu'en 2012, il y a eu coup d'État. En 2020, il y a eu coup d'État. Qu'est-ce qui n'a pas été marché avec le gouvernement, surtout la majorité présidentielle ancienne? Je n'étais pas pratiquement dans le gouvernement, j'étais dans le gouvernement. Pas pratiquement. J'ai été
ministre des Affaires étrangères de la transition précédente. J'ai été ministre des domaines de l'État et des Affaires foncières dans le premier gouvernement, le gouvernement Tatamli. J'ai continué dans ce ministère-là, dans le gouvernement de Moussa Mara. Après, j'ai été ministre de la Défense et des anciens combattants dans le gouvernement de Modibo Keïta. J'ai quitté le gouvernement le 3 septembre 2016, n'est-ce pas, suite à l'échec opérationnel de Boni, pas Nampala, contrairement à ce que certains disent, de Boni, n'est-ce pas. Le président a décidé de me remercier. Donc j'ai quitté le gouvernement le 3 septembre. Je suis revenu au gouvernement comme ministre de l'administration territoriale en avril 2017, rappelé donc par mon grand frère Abdoulaye Idrissa Maïga. Puis après, j'ai été ministre des Affaires étrangères jusqu'à la fin du mandat. Donc quand le président a été réélu en 2018, j'ai été remplacé, Madame Kamissa Kamara m'a succédé à ce poste de ministre des Affaires étrangères du Mali. Voilà un peu mon parcours. Donc, la construction démocratique connaît une autre crise. Mais il y a des raisons. Il y a des raisons. Je vous ai parlé des conditions dans lesquelles les élections législatives se sont tenues. Et je vous ai dit que, selon moi, depuis 2018, il fallait mettre en place un gouvernement d'union nationale. Ça a toujours été mon combat. Parce qu'en réalité, nous sommes divisés. C'est parce que nous sommes divisés que tout cela arrive. Je vous ai écouté, quand je vous entends parler, au-delà de Touré, je sais que vous êtes du Nord. Et vous savez ce qui se passe au nord du Mali depuis 2006. Depuis 2006, depuis les attaques du mois de mai 2006. Vous savez ce qui se passe dans notre pays. Et en réalité, depuis 2002, que le GSPC, le groupe salafiste de prédication et de combat, s'est installé au nord de Tombouctou, aux environs de Ber, là-bas. Vous savez ce qui se passe dans notre pays. Et nous devons encore faire beaucoup d'efforts. Mais là où les politiques ne doivent plus échouer, c'est sur le fonctionnement démocratique. L'argent ne doit pas être le roi de l'élection. Il faut arrêter ça. Si l'argent continue à tenir un tel pouvoir dans nos élections, nous aurons toujours du mal à construire des institutions fortes. Il ne faut pas que ce soit l'argent qui détermine le résultat d'une élection. Il faut que ce soit les suffrages exprimés. Que nous ayons pour souci d'avoir des institutions qui méritent le respect, c'est-à-dire qui expriment, qui donnent l'image réelle de ce que le peuple aura décidé à travers son vote. Mais il faut aussi que l'éducation politique se poursuive, que les Maliens sachent qu'il est important de voter. Mais c'est vrai que si il est dit ici et là, ah non, 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 tous les politiques sont pourris, c'est vrai que les gens se disent, mais à quoi bon aller voter? Mais tous les politiques ne sont pas pourris. Et aujourd'hui, demain, après-demain, comme hier, il y aura toujours un dispositif politique pour gérer le pays tant que nous serons en République. Donc, il faut poursuivre l'éducation politique des masses, de manière à ce qu'elles se rendent compte que leurs votes sont importants et qu'ils méritent, je veux dire, le vote mérite d'être considéré comme un instrument puissant de détermination de l'avenir, non seulement de notre République, mais aussi de toute la nation. Donc, ce qui n'a pas marché, c'est certainement une série d'éléments, mais essentiellement politiques. Sinon, sur toute cette période-là, nous avons eu une croissance économique à peu près
mais correcte, mais qui ne nous permet pas de régler tous nos problèmes. Une croissance de 5, 6%, 6,5%, ce n'est pas ça qui permet de transformer un pays, mais ça permet de maintenir les choses, de payer des salaires, de faire quelques petits investissements, mais ça ne permet pas de transformer le pays. Entre-temps, il y a eu des avancées positives aussi, mais sur le plan politique, on doit constater qu'il y a un échec. Troisième question, Abdraman Keïta. Je n'ai plus besoin de vous présenter. Non. Monsieur le Président, vous êtes dans le structurel, et nous nous retenons au conjoncturel. Combiné, vous l'avez dit, vous en combinez. Le conjoncturel aujourd'hui, c'est comment obtenir des élections. Et c'est justement ancien ministre de la Défense. Est-ce que vous estimez que le rythme de sécurisation du territoire aujourd'hui permet d'avoir des élections acceptables et dans le banc parti? Et quelle serait votre attitude si la transition actuelle venait à empiéter sur les délais convenus dans la charte de transition? C'est bien. De deux, je vous ai entendu parler de la transition comme si elle vous donne pleinement satisfaction. Et je parlerai même de complaisance. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui ne marche pas actuellement selon vous dans la conduite de cette transition? Parce que vous n'avez parlé que de ce que vous satisfait. Merci. Bien. C'est bien d'être dans le conjoncturel, mais j'espère que vous n'êtes pas dans le maximalisme. Bon. Je vais d'abord venir sur la transition. Souvenez-vous que j'ai affirmé plusieurs fois que je ne suis pas dans une logique de harcèlement des autorités de la transition. Vous savez, il ne faut pas non plus que ceux qui ne sont obsédés que par l'occupation du pouvoir arrivent à nous distraire. Comprenez? Cette transition-là est une conséquence. C'est une conséquence du coup d'État. Et le coup d'État est une conséquence, je l'ai dit plusieurs fois, c'est une conséquence d'un certain nombre de phénomènes qui ont fait que l'État a été fragilisé. Donc alors que cette transition s'installe, nous n'allons pas continuer à les tacler en permanence, n'est-ce pas, les faire tomber simplement pour aller occuper. Non, moi je ne suis pas obsédé par un fauteuil précis. Je suis obsédé par un pays qui est redressé. Je suis obsédé par un pays dans lequel je peux vivre en paix. Vous comprenez? Il ne faut pas être vraiment tout le temps ne penser qu'à ça, aller occuper la place de l'autre parce que nous estimons que nous sommes plus légitimes à occuper la place. Vous savez, moi bien souvent je disais à mes camarades, vraiment travaillons pour que le Mali soit en paix. Et c'est ce que je disais, c'est ce que je disais. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas harceler les autorités de la transition. Mais ça ne veut pas dire que je suis complaisant. Je ne peux pas être complaisant. Vous, Abdraman Keïta, savez pertinemment que moi, je ne suis pas complaisant. Ce n'est pas par hasard que j'ai visité les géoles de Kati en 2012. Hein. Ce n'est pas par hasard. Moi, je suis un républicain. Je suis un républicain. Et je n'aime pas les coups d'État. Mais malheureusement, ça fait partie de l'histoire. Il y a des choses que vous n'aimez pas qui arrivent. Je n'aime pas les coups d'État. Je suis ancien ministre de la Défense. Je sais que la place de l'armée est ailleurs. Mais enfin, je suis aussi lucide. Je suis lucide, je suis un homme lucide. Donc, quand une réalité se présente devant moi, je me demande ce que je dois faire pour dépasser cette réalité qui se présente devant moi et que je n'aime pas. Alors, il faut que la transition se fasse, qu'elle se fasse en accomplissant un certain nombre de tâches. J'ai parlé tantôt des questions électorales, de la charte des partis, etc. Ce que le ministre de l'administration territoriale est en train de faire. Mais il faut l'encourager, Abdraman. Il faut encourager le ministre de l'administration territoriale à continuer la concertation. Il faut l'encourager à inclure. Mais vous voulez tout de suite que je lui décerne un 0 sur 20 et que je le mette au piquet au coin de la classe? Non, ce n'est pas comme ça. Deuxièmement,
Vous me demandez ce qui ne marche pas. Mais ce qui ne marche pas, c'est le Mali lui-même, en fait. Nous avons des problèmes économiques, je l'ai dit, au début de mon propos. Nous avons des problèmes sociaux, nous avons des problèmes institutionnels, et nous sommes en guerre. Cela n'est quand même pas caché, nous sommes en guerre. Donc, nous sommes un pays qui est mal en point. La transition, les autorités de la transition doivent tout faire pour que les choses se passent dans les délais. Ils doivent tout faire pour cela. Maintenant, quelle serait mon attitude si jamais il y a un glissement? Mais j'observerai d'abord les raisons du glissement. Est-ce que si jamais un glissement devait arriver, mais il faudrait qu'il soit la cause, ou en tout cas qu'il se fonde sur des raisons sérieuses et compréhensibles. Mais personne n'acceptera qu'un dispositif transitionnel s'installe à demeure. Personne n'acceptera ça. Et eux-mêmes le savent. Mais je ne suis pas là non plus pour les soupçonner de vouloir s'éterniser a priori, quoi. Il ne faut pas porter des accusations avant d'avoir des éléments qui puissent soutenir vos accusations. Donc vraiment, moi je suis dans l'attitude. Non, mais vous faites déjà un procès d'intention. Vous dites que je suis complaisant. Alors si moi je suis complaisant, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui mérite d'être réprimandé. Donc, mais je ne sais pas pourquoi, mais vous savez, moi, Abdraman, on se connaît bien, donc je sais comment il procède. Mais je ne suis pas dans cette logique-là. Je veux accompagner, je fais des suggestions. Si je pense que c'est nécessaire, je fais des recommandations. C'est ma manière d'accompagner. Maintenant, si demain, il y a des actes, ou en tout cas, j'ai des éléments qui m'obligent à réagir, je réagirai. Ça, vous le savez bien. Bruno? Merci, Président. En fait, pour compléter, vraiment, mais j'ai retenu l'expression « nous sommes en bonne voie ». Nous sommes en bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie par rapport au fait que le ministre de l'administration territoriale a rencontré la classe politique. Alors que, au sein de l'opinion, il faut reconnaître, Monsieur le Président, au sein de l'opinion, il y a une large majorité des Maliens qui pensent que la transition est mal emmanchée. C'est par rapport à ça que Abdraman a posé cette question. Maintenant, je viens à ma question, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Au risque de vous abriter derrière le fait que c'est une procédure judiciaire, Monsieur le Président, il y a une affaire qui défrait la chronique depuis un moment, l'arrestation d'un certain nombre de personnalités au Mali. Et vous venez de dire que la classe politique est divisée. Nous sommes divisés et vous prôniez un gouvernement d'union nationale depuis 2018. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, cette affaire que certains mettent au compte d'une procédure judiciaire, mais une majorité d'observateurs classe comme un broglio politico-judiciaire. Quel est votre avis là-dessus par rapport à cette série d'arrestations? Suivez mon regard. Merci. Oui. L'opinion, vous dites qu'une large majorité dans l'opinion estime que la transition est mal emmanchée. Et encore une fois, bon, je ne sais pas quel sondage vous avez fait pour déterminer votre large majorité. C'est une opinion. Vous savez, beaucoup de gens parlent et beaucoup se taisent aussi. Donc, il faut voir. La transition est mal emmanchée. Elle l'a été à un moment donné, mais au fur et à mesure que nous progressons, vous avez vu, CNSP, ça a été dissous, n'est-ce pas? On avance, pas à pas, vers une espèce d'équilibre. Il faut aimer les équilibres et détester les extrêmes. Il faut toujours détester les extrêmes. Il n'y a rien de bon aux extrêmes. La vérité est toujours quelque part au milieu des gens, au milieu des idées. La vérité est là. Donc, il faut détester les extrêmes. Alors, je pense que nous sommes sur la bonne voie parce qu'il y a de la concertation.
Je pense que nous sommes sur la bonne voie parce qu'il y a des réformes qui sont attendues et que les autorités commencent à faire et elles les font avec les acteurs politiques. Mais ça, il faut quand même reconnaître. Je n'ai pas rêvé. Quand j'ai vu le cadre de concertation entre les partis politiques et le ministre de l'administration territoriale au travail pendant 3 ou 4 jours sur des questions importantes. Donc je n'ai quand même pas rêvé. Alors, et permettez-moi d'apprécier cela. Maintenant, vous évoquez cette affaire-là de personnalité arrêtée. Alors, au-delà de l'aspect procédure judiciaire, parce que c'est vrai, il y a une procédure judiciaire qui est ouverte. En fait, vous me demandez d'apprécier l'opportunité ou le rôle des services de sécurité. Parce que ce que tout le monde dénonce, c'est de dire, oui, la DGSE a fait ceci, la DGSE ne devait pas faire cela, etc., etc. Permettez-moi d'avoir le réflexe de l'ancien ministre de la Défense et le réflexe de l'ancien ministre de l'administration territoriale. Et qui veut que je m'informe davantage avant de donner une opinion. C'est toujours dramatique de voir un individu privé de liberté. Même 20 minutes. Même 20 minutes. C'est détestable d'être enfermé. Vous ne l'avez jamais été, moi je l'ai été. Vraiment. Donc quand je vois qu'on arrête un individu, qu'on le met en détention, je trouve que c'est un drame. Mais il faut savoir ce qui s'est passé. Il faut savoir pourquoi cela arrive. Donc, à la date d'aujourd'hui, je ne dispose pas d'informations suffisamment fournies et suffisamment claires pouvant me permettre de donner une opinion. Mais je refuse une chose, c'est de discuter d'une certaine manière du fonctionnement de nos services de sécurité. Cependant, en tant qu'homme politique, si demain il m'est donné d'avoir certaines responsabilités, il y a des réformes qu'il faut faire. Il y a des réformes qu'il faut faire. Certains services doivent être réformés. Il y a des cadres réglementaires et législatifs qu'il faut créer pour encadrer l'action de certains de nos instruments de sécurité. Je finirai par vous dire que le pouvoir est à la disposition de ceux qui veulent le conquérir. Mais notre Constitution a dit que l'essence de tout pouvoir réside dans le vote. Et il n'est pas non plus acceptable que cela vienne de civils, que cela vienne de militaires, que ce soit des pratiques complotistes ou des pratiques de coercition déguisée ou des pratiques visant à utiliser des marionnettes pour tromper le peuple afin de prendre le pouvoir. C'est valable et pour les civils et pour les militaires. Je répète, le pouvoir est à la disposition de ceux qui veulent le conquérir. Mais il y a des règles qui sont fixées dans notre pays pour la conquête du pouvoir. Il faut que chacun passe par là. Tout à l'heure, je vous ai dit que je dénonçais le rôle que l'argent jouait dans tout ça. Et dans l'affaire dont vous parlez, on parle beaucoup d'argent. On parle beaucoup d'argent. Je suis un défenseur des droits de l'homme. Je refuse tout acte visant à priver de sa liberté un homme sur du faux ou de manière inutile. Quelqu'un peut même commettre une faute, mais il n'est pas nécessaire de le mettre en prison. L'action judiciaire peut se poursuivre pendant que cette personne est en liberté, parce que la liberté est sacrée. De la même manière que je suis un défenseur des droits de l'homme, je milite aussi pour un renforcement de l'État malien. Parce que c'est quand l'État sera fort, quand nous aurons des institutions fortes, que nous serons des individus forts dans un État fort.
Voilà. Monsieur le Président, je fais remarquer que nous sommes au bout de l'heure indiquée pour le déroulement de cette conférence de presse. Moi, je suis encore disponible. Hein. Le ministre n'est pas dans le vous. Moi, je suis encore disponible s'il y a des questions. Dans ce cas, on pourrait juste changer. Il reste certainement 3 intervenants ou plus. En bon moment. Qui peuvent poser des questions et vous donner le temps de répondre. Oui. En français comme en bamana. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Malgré les contestations qui s'amplifient de jour en jour, s'agissant de la gestion jugée peu honorable par certains, vous êtes resté inerte sans dénoncer quoi que ce soit. Alors, entretenez-vous des relations secrètes avec les nouvelles autorités? Sinon, de quoi avez-vous peur? Est-ce pour ne pas être out pour les prochaines élections? Comment expliquer ce métier? Merci. Prochain intervenant. Comment le nom? Béchir Ben Aïdara. Mais Soul, je préfère des questions-réponses. Parce qu'après, je risque d'oublier. Oui. D'accord, je reviendrai. Ouais. Abdraman Keita n'est jamais satisfait des réponses qu'on lui donne de toute façon. Ben Aïdara. Ben Aïdara. Ok, d'accord. Donc je reviendrai. Relancez-moi là-dessus. Ben Aïdara. Je ne suis pas muet. Je parle. Mais ce que je dis ne vous convient pas. Vous comprenez? Et moi, je constate simplement qu'on veut créer un sentiment d'échec annoncé pour cette transition-là. Et je me refuse à ça. Je n'ai pas de relations secrètes. Pourquoi aurais-je des relations secrètes? Ceux qui ont des relations secrètes, vous les connaissez. Moi, je n'ai pas de relations secrètes. Je dis ce que je pense publiquement. Et ce que je pense, je le pense sincèrement. Maintenant, vous parlez d'une gestion calamiteuse, c'est ça? C'est ce que vous avez dit? Mais moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous parlez d'une gestion calamiteuse? Une gestion difficile, c'est vrai. Une gestion difficile. Cela n'est pas caché, mais ce n'est pas une gestion calamiteuse. Tout de suite, je viens de me satisfaire de ce que les autorités de la transition, à travers le ministre de l'administration territoriale, a organisé des séquences au sein du cadre de concertation avec les partis politiques pour parler de la charte des partis politiques, pour parler de la relecture du code électoral, et certainement l'exercice va continuer par rapport au référendum et tout cela. Donc c'est positif. Mais maintenant, si vous voulez m'interroger sur une question précise que vous estimez être un point de gestion calamiteuse, je suis attentif à cela, je répondrai. Mais je vous dis ce que j'apprécie. Mais je ne suis pas dans une relation secrète. Et puis, vous savez, les élections prochaines, si nous sommes en bonne santé, si Dieu nous accorde de vivre jusque-là et d'être en bonne santé, mais c'est le peuple malien qui choisira son président et ses députés, etc. Donc, moi, je ne suis pas dans une espèce on va dire, de relation intéressée ou suspecte avec qui que ce soit. Abdraman, sur quel aspect de la question je n'ai pas répondu? Ah oui, d'accord. Et Bruno? Monsieur le Président, il y a eu le communiqué du procureur qui a donné un certain nombre d'éléments par rapport à l'affaire dont j'ai parlé. Vous avez dit que vous n'avez pas suffisamment d'éléments pour apprécier. Ça m'a laissé un peu sur ma faim, puisqu'il y a eu un communiqué officiel. Mais le communiqué officiel du procureur ne vaut pas compréhension pour moi. C'est pas parce que le procureur a fait un communiqué que moi j'ai tout compris. Le procureur a dit ce qu'il a fait. Il a dit qu'il a mis des gens en détention et qu'il les soupçonnait de ci et de ça. C'est ce qu'il a dit. Mais après, la question que vous m'avez posée, c'est de savoir si l'action elle est légitime. L'action d'arrêter, est-ce qu'elle est légitime? Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je ne suis pas d'accord? Pas vraiment. Bon, je n'ai pas... Il y a eu une tentative de déstabilisation des institutions et que c'est 6 ou 5 personnes qui ont été mises dans... Mais c'est au procureur maintenant de nous apporter les preuves. Vous êtes d'accord avec moi quand même? Je ne peux pas établir
aujourd'hui qu'ils ont été dans la déstabilisation ou pas. Je ne peux pas établir ça, je n'ai pas d'informations. Il faut que le procureur fasse son travail et puis nous dise finalement ce qui s'est passé. C'est tout. Abdraman, oui, c'est pour ça que j'avais dit qu'il ne fallait pas être maximaliste. Le territoire, on sait dans quel état il est. Alors, j'espère que nous allons pouvoir organiser les élections partout. Parce que vous savez qu'il est prévu que l'élection présidentielle soit couplée avec les élections législatives. Donc il faut élire les députés partout. Si vous n'arrivez pas à élire les députés dans une circonscription, on aura un souci. Donc j'espère qu'on pourra le faire. Aujourd'hui que les mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation sont vraiment en plein dans la gestion gouvernementale, j'espère que cela apportera un point positif concernant l'élection, l'organisation des élections partout sur le territoire. Reste la donne terroriste. Donc, et on verra bien comment faire face à cette donne le moment venu. Bertin Dako. Ok, merci Président. J'ai noté dans vos propos que vous saviez plus ou moins des concertations, en tout cas qui sont effectives de votre point de vue. De mon constat aussi, il ressort que au moins il y a une ou deux condamnations par semaine d'absence de concertation. Je voudrais parler de la contestation avec l'ANC, que tout le monde connaît. Je voudrais parler aussi d'un autre regroupement, qui sont dans un regroupement auquel vous appartenez, qui conteste l'absence de concertation. Et dans une certaine mesure, même au-delà de Bamako, ça conteste. Alors, je ne sais pas, comment vous pouvez distinguer les bons points à ce niveau? Il y a quelque chose de positif, hein? Mais bon, il y a quand même la contestation qui est là. Ma deuxième question, vous avez parlé d'avancée. Et vous citez comme exemple la dissolution du comité national pour le salut du peuple. Mais on avance sur la base de ce qu'on appelle chez nous les chemins de fer. Les chemins de fer. On nous a parlé d'une feuille de route depuis longtemps. Mais quelle est la légitimité aujourd'hui de cette feuille de route? Quel est son niveau d'application? Voilà ma deuxième question. Je vous remercie. Oui, il y a de la contestation. Je suis d'accord. Mais encore une fois, moi, je ne me réveille pas le matin après avoir rêvé pour dire que je suis content de ci et de ça. J'ai constaté que le cadre de concertation est activé et j'ai constaté qu'il y a eu des débats et que les différents ateliers, nos représentants qui sont là-bas m'ont entretenu régulièrement des conclusions, des propositions des ateliers. Je trouve que cela est positif, mais permettez-moi de le dire. Si certains trouvent matière à contester, oui, d'accord, je veux bien entendre leur point de vue et je le respecte du reste. Je le respecte. Mais inscrivez-moi dans cette logique-là, c'est que je refuse de harceler les autorités de la transition. Parce que je ne suis pas intéressé à être à leur place. Vous voulez que je sois clair avec vous? Je ne veux pas être dans le gouvernement. Je ne veux pas être au CNT. Je ne suis pas intéressé par cela. Je suis intéressé par ce que ce gouvernement de transition prépare le pays aux prochaines élections. C'est tout ce qui m'intéresse. Et quand le délai sera arrivé, qu'ils rendent le pouvoir à des autorités civiles élues, eh bien, je serai intransigeant à ce que cela se fasse comme il faut. J'ai encore dit que s'il y avait glissement, mais il faudrait en apprécier les raisons. C'est tout. Donc, Bertin, ceux qui contestent ont certainement leurs raisons, mais que je ne partage pas forcément. Et en tout cas, il faudrait peut-être que je discute avec eux. Vous pouvez me faire la liste de ceux qui contestent. Moi, je suis intéressé à parler avec chacun. Peut-être qu'ils ont des informations que je n'ai pas. Mais en l'état actuel des informations qui sont les miennes,
franchement, j'estime que le ministre de l'administration territoriale doit être encouragé dans ce qu'il est en train de faire et j'encourage toutes les forces politiques à participer à cet exercice-là de manière à ce que notre point de vue soit pris en compte. Vous aviez une deuxième question, je pense. C'était laquelle? À la feuille de route. Alors, vous m'avez demandé si elle était légitime, la feuille de route. Le Premier ministre, le Premier ministre avait parlé d'une feuille de route qui était là et qui devait être soumise au CNT. Bon, nous avons un CNT qui a été finalement mis en place. Bon, je ne sais pas s'ils se sont donné des vacances avant de commencer le travail. En tout cas, bon, je n'ai pas eu connaissance d'une adoption de cette feuille de route. Or, un pays comme ça avance sur la base de quelque chose de clairement défini. Voici les activités que nous allons mener de telle période à telle. Bon, je parle sur le contrôle des anciens ministres. Mais voilà, presque 5 mois après. Vous savez, Bertin, moi, je ne sais pas si la mise en œuvre de la feuille de route est liée à son adoption par le CNT. Si tel est le cas, c'est une procédure qui est trop longue. Moi, je pense qu'il y a une feuille de route qui a en effet été présentée il y a longtemps. Après, elle a fait l'objet de détails pour sa mise en œuvre, je me souviens de cela. Mais le gouvernement est là pour ça, il faut que le gouvernement fasse son travail. Je crois d'ailleurs que pour ce qui concerne les aspects paix et réconciliation, il y a eu pas mal de choses. Mais si le gouvernement a subordonné la mise en œuvre de cette feuille de route à une adoption ou une validation par le CNT, eh bien, ma foi, le gouvernement devrait faire vite pour faire adopter et se mettre au travail concernant la feuille de route. Sinon, ce serait du plus mauvais effet de traîner sur ce genre de travail. C'est vrai, le CNT a été finalement mis en place. Il faut que le CNT travaille. Je crois que sa principale mission sera d'adopter pour permettre l'entrée en vigueur de textes législatifs et un certain nombre d'autres textes normatifs dans le cadre de la mission de cette transition-là. J'observe, vous savez, nous faisons beaucoup de politique. Vous tous, vous parlez beaucoup de politique, vous ne parlez jamais d'économie. Vous voyez, par exemple, le budget d'État. Qui se soucie aujourd'hui de l'instrument budgétaire que nous avons en main? Normalement, vous savez que les sessions budgétaires... Pardon? Oui, très bien. Mais sauf que nous sommes en février. La session budgétaire, c'est en septembre. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais je suis en train de le faire. Et quand je le fais aussi, vous me censurez. Il faut savoir ce que vous voulez. Quand je dis que c'est bien, vous vous plaignez. Quand je commence à dire ce qui n'est pas bien, vous me dites, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit hier? Bon, pourquoi je ne le dis pas aujourd'hui? Vous voyez, nous sommes en février et il y a la question de la loi des finances. Donc ça veut dire que de la date habituelle d'adoption de la loi des finances à aujourd'hui, nous sommes dans un fonctionnement, je pourrais dire en tout cas original de l'organisation de la dépense publique et de l'encadrement de la gestion des ressources de l'État. Donc voilà des difficultés que nous avons. Il faut les régler le plus rapidement possible. Si la feuille de route doit être adoptée par le CNT, eh bien, ma foi, que le CNT le fasse le plus rapidement possible. Mais c'est l'affaire du gouvernement, ça. Parce que c'est la feuille de route du gouvernement, c'est le gouvernement qui doit prendre les devants pour que cela se fasse. Bon, je pense que j'ai répondu. Oui. Vamos agora ao Star FM.
Président, ɲininkali fila bɛ n bolo bamanankan na. A fɔlɔ i y'a yira k'a fɔ jamana yɛrɛ ka sɔrɔ siraw fɛ e yɛrɛ tun bɛ fanga min kɔnɔna na n'i tun ye kolatigɛla dɔ ye ko dɔ kɛra k'a tɔ ye caman ye e y'a lakodɔn k'a fɔ tiɲɛna i ni ala cɛ k'a fɔ a bɛɛ ma kɛ fanga dɔw tɛmɛna jamanadenw fana ka sira di a ma olu la a fana taara ka di aw yalima ne yɛrɛ ko ni tiɲɛ don a ye dɔ kɛ nka laɲini bɛɛ ma sɔrɔ i b'a fɛ ka mun fɔ bamanankan na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la yalima dɛsɛ fari de dara aw fana la o filanan n b'a fɛ k'a dɔn i ko ko jamana bɛ yɔrɔ min na nin f'an ka da ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn fara fara da n'aw politigimɔgɔw an'aw jamanadenw yaasa ka kɛ kelen ye président bɛ se ka kɛ cogo di jamana min bɛ nin bolo kan an t'aw ta kalafili la layirubaw de bɛ ta jamanadenw ɲɛna sirako ka taa se laɲini yɔrɔ ma baarako n'a nasiraw nka ni sigiliw kɛra jamanadenw b'a ye k'o tigɛ yɛlɛma danaya bɛ na cogo di bɛn bɛ na cogo di jamana kɔnɔ ka layiruw to ka taa minnu tɛ wale ni ci. I ni ce i ka ɲininkali la i y'a fɔ cogo min na dɛsɛ fari tɛ dɛ ko n'a cogo don jamana n'a gɛlɛya don i mana kɛ cogo o cogo i kɛra cɛ kelen ye wa i kɛra kulu ye i dan bɛ yen i y'a faamuya i bɛ bila hukumu dɔ kɔnɔ ko bɛ yen a ka di i ye k'a kɛ nka i bɛ taa sɔrɔ waati bɛna gɛlɛya i bolo wa gɛlɛya suguya caman b'o kɔnɔ a bɛ se ka kɛ bɛnbaliya bɛ na a bɛ se ka kɛ danaya o bɛ bɔrɔtɔ a bɛ se ka kɛ musaka minnu bɛ yen n'o kan ka aw mago dilan aw tɛgɛ tɛ se ka da o musakaw kan o bɛɛ bɛ na ni gɛlɛya ye nka ala ko tiɲɛ a fanga tɛ yen diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ min bɛ sigi k'a fɔ a ye fɛn fɛn fɔ a sera k'a bɛɛ kɛ nka min man ɲi nkalontigɛ de man ɲi k'a dɔn n bɛ nin fɔ n bɛ ka min fɔ bi n yɛrɛ b'a dɔn ni ala cɛ n t'a kɛ o ye ɲɔgɔn kafiriya tɛ yen a bɛ se ka kɛ fana maa bɛ yen i bɛ da o la i n'o bɛ jɛ ka baara kɛ a ye layidu min ta o kan k'i dɛmɛ k'o timɛ nka i bɛ taa fɔ o kɔ o tɛna don e jigi kɔrɔ o b'a to e min da y'a fɔ nkalon bɛ don e da i y'a faamuya min man ɲi o ye layidu kolon ta ye min man ɲi o ye nkalontigɛ ye nka a bɛ se ka kɛ i bɛ bila baara la i bɛ dɔ kɛ i tɛ se k'a tɔ bɛɛ kɛ waati bɛ koron i bolo gɛlɛya bɛ na baara kɔnɔ o bɛ yen i ye min fɔ politiki ɲɛmɔgɔ i bɛ se ka min kɛ i b'o de fɔ i tɛ se ka min kɛ i da kan'a fɔ n'i y'a ye bi i bɛ taa yɔrɔ caman na an y'an dayɛlɛ k'an bɛ kuma b'a fɔ ko cɛw politiki mɔgɔw u nan bɛ ko kura an kɔni an ka nin lamɛn ka tɛmɛ ten nin ka ɲi ten o y'a ye i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ politiki baara la nka u t'a dɔn min don bɛɛ bɛ kuma n'i yɛrɛ de ye dɛ bɛɛ bɛ kuma n'i yɛrɛ de ye ne ye tɔn ɲɛmɔgɔ de ye n ka tɔndenw bɛ yan a ɲɛmɔgɔ damadɔw bɛ yan politiki yɛrɛ tɛ kamalenkɔrɔ dutigi i da bɛ min fɔ i b'i jija o ka sabati n'a sɔrɔ i mago b'i tɔgɔ la n'a sɔrɔ i mago b'i ka kɔlɛ la n'a sɔrɔ e jan bɛ i ka du la i da bɛ min fɔ i b'i jija o ka sabati n'o ma sabati dɔrɔn e bɛ kɛ nkalontigɛla ye i denw bɛ kɛ nkalontigɛladenw ye i ka kɔlɛ bɛ kɛ nkalontigɛla kɔlɛ ye o bɛɛ n'a ɲɔgɔnnaw i y'a faamuya wa bɛɛ bɛ kuma n'i yɛrɛ de ye dɛ bɛɛ bɛ kuma n'i yɛrɛ de ye ne da ti fɛn fɔ n ti min kɛ wa n bɛ dugawu kɛ don o don ala k'an dɛmɛ o la n bɛ dugawu kɛ don o don ni n da ye min fɔ dɔrɔn n b'a ɲini ala fɛ a k'an dɛmɛ n ka se k'o kɛ wa don min fana ni ne ye layidu ta ni n bɛna dɛsɛ k'a layidu timɛ n bɛ taama ka s'i ma k'a fɔ karisa n b'a ɲini fɛ ala jati kama ne sirilen don n foni n ye nin layidu in ta n bɛna dɛsɛ kana to n ka malo n dɛmɛ ka layiduw bɔrɔtɔ o bɛ adamadenya la o nka n b'a fɔ ye
ko politique mɔgɔ ye ngalontigɛla ye c'est pas vrai hein. Ngalontigɛla de bɛ don politique la parce que mɔgɔw n'u ka ngalontigɛ de bɛ se politique kɔnɔ politique t'u bila ngalontigɛla o ɲɛmɔgɔ caman bɛ yen olu ye fanga kɛ Mali la yan nɔ u da ma nkalon fɔ o caman bɛ yen nka bi kow gɛlɛyara bon fana bɛ min fɔ n'i y'a ye ngalontigɛla bɛ farinya ka t'i sigi jama la k'a fɔ n b'a kɛ tan i bɛ taa sɔrɔ a jɛɲɔgɔn bɛ jama in na o tubabuw b'o wele ko complice a jɛɲɔgɔn ye min ye min b'a ka wari minɛ ka jama karaba k'a d'a ma k'a dɔn tigitigi ngalontigɛla don ka taa wari di mɔgɔw ma u ka tugu a kɔ a b'a dɔn tigitigi ngalontigɛla don o de y'a to n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ an k'an jija wari jɔyɔrɔ ka dɔgɔya an ka kalataw la sabula ni wari de kɛra a tɔgɔ ye di kalata sinsin bere ye n'a sɔrɔ fanga bɛ taa ɲini ni wari de ye yɔrɔ kɔni o bɛ sɔn ka gɛlɛya sabula nafolo bɛɛ tɛ nafolo jɛlen ye ten dɛ ouais ni wari de kɛra fanga sarti ye o bɛ gɛlɛya dɛ ngalontigɛla b'o la fɛn wɛrɛ b'o la donc ne hakilinata de ye nin ye caman kɛra nka a ma dafa n'i y'a ye yɛrɛ min kɛra san tɛmɛnen utukalo tile 18 min kɛra o don o b'a jira i la de k'a fɔ ko dɔw bɛ yen olu ma dafa sabula n'olu tun dafalen don n'olu tun sabatilen don nin ti kɛ an ti sigi nin kuma na bi o k'a fɔ ko transition de ŋanamu a donna ten a bɔra ten ko dɔ de bɛ yen a ma ɲi maa k'i b'i tulo i talo yɔrɔ de la o n'i taara tulo i ben yɔrɔ la ça c'est pas bon i y'a faamuya kow kɛra cogo min na an b'olu de jateminɛ kun bɛ ko bɛɛ la kun de bɛ ko bɛɛ la ni ko kɛra i b'a jateminɛ de k'a dɔn mun de la nin kɛra bon ni ala y'i dɛmɛ i k'o dɔn i bɛ taa sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ o t'i sɔrɔ fili min y'i sɔrɔ o la o t'i sɔrɔ nka n'i m'a jateminɛ ko bɛ taa a dili bɔ yɔrɔ min n'i ma taa yen a ka ca ala fɛ fili in b'i sɔrɔ ko caman o ye ne hakilinata ye. Nous sommes à la fin de cette rencontre. Monsieur le Président, il vous appartient de dire ce qui vous tient le plus à cœur maintenant pour lever la séance. Merci à tous d'être venus. Merci infiniment. Et encore une fois, vraiment très sincèrement, je vous adresse mes vœux de bonne année. J'ai voulu attendre je pense, presque le dernier jour. Si samedi le 31 était tombé sur aujourd'hui, j'aurais fait le 31 pour ne pas passer dans le mois de février, parce que nous sommes encore dans les temps. Mais ça nous a surtout permis de vivre un peu le premier mois de l'année pour voir un peu ce qui se passe. Vous avez vu, ça m'a donné des éléments par rapport au cadre de concertation pour me satisfaire d'une partie du processus qui est en cours. Merci à tous, bonne et heureuse année, que Dieu vous garde et qu'il protège notre pays. Merci.